Les Instigateurs, podcast numéro 16. Aujourd'hui, on vous parle de comment gérer une entreprise familiale. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Bon lundi, Mathieu Dumont. Comment ça, le lundi? On est mardi. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Dur retour des fêtes. Oui, mais quand on va publier ce podcast, on sera fort probablement un lundi. Nice save. Voilà. Mais en règle générale, comme tout webinaire et comme tout ce que je prêche à mes clients, dans des choses comme ça, on ne devrait jamais mettre de temporel. Ça reste bon tout le temps. Non, mais c'est ça, j'essaie juste de sauver le fait que je suis complètement perdu aujourd'hui, mon chum. Le retour des fêtes a été... je pense qu'on est en plein dans les fêtes avec les enfants. Et comme on parlait tout à l'heure avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, le self-care prend un petit peu le bord pendant les fêtes. Et puis, je sais pas si c'est avec l'âge, mais puis je pense que le fait, c'est ça, d'avoir des enfants. Cette année, ça a été rough, mon chum. Jeez. Faut... On n'est pas parfait, je vais le dire comme ça. On est des évangélistes du self-care et tout, mais même nous, ça nous arrive aussi. Puis c'est juste, ça nous met d'en face l'importance de justement se le prévoir à l'horaire. Oh, big time. Et pendant les vacances, je pense que ce qui se passe, c'est que, tu sais, je pense que c'est une combinaison de, la bouffe, tu sais, la visite, beaucoup de social, et puis, des enfants qui sont comme, peut-être un peu plus excités que d'habitude. Je sais pas si c'est le manque de sommeil ou peu importe, mais j'avais hâte, tu sais, comment je peux dire ça? J'ai toujours hâte là, j'ai jamais hâte, si tu veux, de reprendre le travail, mais là, cette année, là, ça a été comme, j'avais hâte de retrouver plus une routine, je pense, que de reprendre le travail en tant que tel. Enfin, bref. On est quand même chanceux d'avoir nos propres entreprises et puis de pouvoir quand même faire notre propre horaire. Et aujourd'hui, on va parler de business familial. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est un contexte très différent. C'est un contexte différent de ce on connaît. En tout cas, je sais pas pour toi si tu as dealé déjà avec de la business familiale. Moi, un peu avec la business de mon père, comme une business de construction, avec qui j'ai travaillé, si tu veux, les étés, des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment été très impliqué dans la gestion de la business. J'ai pas été impliqué du tout dans la gestion de la business, mais bon, j'ai compris, tu sais, j'ai grandi un petit peu avec ces choses-là. Mais c'est un milieu assez spécial. Je sais qu'on a j'ai beaucoup de monde ici, moi, localement, qui me parle de ça parce qu'on fait affaire avec des successions et des façons de faire, des façons, des visions peut-être différentes. Je sais pas si ça t'arrive à toi aussi d'avoir dans ton milieu différentes personnes qui sont dans cette situation-là. Mais c'est une situation assez délicate quand même. Un challenge intéressant, mais différent. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais la vie a fait en sorte que j'ai souvent été témoin ou impliqué, mais dans le passenger seat. Dans le fond, moi, mes parents ont pas d'entreprise, c'est pas des entrepreneurs. Par contre, j'ai eu à gérer toute la transition de l'entreprise familiale quand je travaillais aux États-Unis. Donc, une famille très, très, très établie dans l'immobilier, dans le Maine. On parle à peu près 1000 portes qui est splitté dans le fond du père qui a tout fondé à 4 enfants différents avec des visions complètement différentes. Donc, tu sais, ça m'a appris énormément. Puis je me suis ramassé un petit peu à être placé entre l'arbre et l'écorce dans cette situation-là. Puis sinon aussi, justement, par mon passé, dans le fond, j'ai eu, comme je l'ai déjà mentionné, la chance de travailler, d'être
à croiser des chemins lorsque Barbecue Québec est sorti de l'entreprise familiale, donc de la quincaillerie, pour vraiment lancer leur business, donc de gérer ce qui était une composante de l'entreprise familiale, puis de la scinder à une nouvelle business. Mais vu qu'il y a un historique, ça reste quand même une mentalité d'entreprise familiale. Sinon, on en parle aujourd'hui parce que j'ai un de mes chums qui est en plein processus d'analyse pour justement reprendre l'entreprise de son père et ses oncles. Fait que non, tu sais, j'ai quand même beaucoup de référents, puis même si ce n'est pas mon entreprise à moi, du fait qu'on vient me solliciter pour conseil et tout, tu sais, quand je décide de mettre mon cerveau à on, je le fais comme si c'était un de mes propres business. C'est sûr que j'ai pas tout le bagage et le contexte qu'eux ont, mais en même temps, je pense que c'est ça l'avantage d'être capable d'analyser la situation d'un point de vue neutre sans avoir les biais qui viennent avec. Donc, gérer, reprendre une entreprise familiale, c'est très difficile. C'est déjà que ça se trouve être du reprenariat, dans le fond, avec une couche supplémentaire de billets. Le reprenariat, le portrait est très sombre présentement, autant au Québec que, comme tu me le disais plus tôt, dans ton coin aussi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à vendre bientôt ou qui le sont présentement, puis il y a très peu d'acheteurs. Et de là, justement, bon, mais non seulement tu rajoutes une business, tu as le risque financier qui vient avec, mais là, tu dois composer avec tout l'aspect politique et le bagage historique de la famille, des partenaires. Donc, il y a beaucoup de il y a beaucoup de facettes à couvrir absolument. Là. Parce que oui, t'as un côté, t'as un volet émotionnel qui vient avec ça, surtout si c'est une business familiale, ben, tu deals avec ton père, tu deals avec tes oncles, tu deals avec tes grands-parents, tu deals avec tes frères et sœurs, peu importe. Donc, t'as tout ce côté émotionnel-là. Puis comme tu as dit, t'as le côté politique aussi, parce que souvent, des business familiales qui font affaire depuis un certain temps, font affaire d'une certaine façon. Donc, c'est un modus operandi qui est ce qui est. Et souvent, ben, quand une personne reprend et peut-être veut imposer une peut-être nouvelle façon de faire ou même une meilleure façon de faire, ben là, tu te rends compte que, merde, ça fonctionne pas nécessairement avec cette clientèle, avec certains clients ou même des clients clés, si tu veux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales, par exemple, qui run avec, tu sais, un nombre limité de clients assez comme important pour eux autres. Et tu sais, ils ont toujours fait, ben, on leur a donné tant de crédits, puis on fait ceci, puis on fait ça, puis ça a toujours fonctionné d'une certaine façon, mais quand tu reprends une compagnie, puis tu as tout le côté financier, ou même que tu connais, tu as moins cet attachement-là à cette personne-là ou à cette entreprise-là, à ce client-là, c'est ça qui doit être... Je sais pas, honnêtement, comme j'ai jamais été confronté à ça personnellement, je sais pas comment je gérais la situation si c'était ma compagnie, mais je sais que c'est un challenge. T'as des bonnes façons de le faire, t'as des mauvaises façons de le faire, t'as des façons qui vont... Tu sais, platement parlant, c'est d'accepter que ça va être un deal perdant-perdant. Je vais le dire comme ça, parce que le vendeur va vouloir aller chercher de l'argent, mais va vendre souvent... Ben là, c'est une question de perception, parce qu'au final, un deal, c'est un deal. Mais dans la perception, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, les deux vont se trouver à avoir ça un petit peu... C'est comme acheter la maison de tes parents, là. Je veux dire, ça reste, le parent va te le vendre, mais tu négociera pas trop, donc a l'impression que, bon, mais il laisse l'argent sur la table, alors que de l'autre côté, l'acheteur, bon, mais justement, parce qu'il veut pas froisser, bon, mais lui ne négocie pas trop non plus, donc n'a pas le sentiment qu'il peut avoir le meilleur des deals. C'est sûr qu'en business, ben, c'est plus compliqué qu'une maison, évidemment, mais la bonne façon de faire reste toujours d'aller chercher une ressource externe pour nous représenter, puis autant dans les deux parties, pour être capable de justement avoir une négociation qui est faite sur du factuel, pas sur de l'émotif, pas sur de l'historique. Et tu sais, faut pas que ça devienne une opportunité de laver son linge sale en même temps. Fait que non, c'est très, très, très délicat. Puis, tu sais, t'as différents volets qui sont identifiables avant le processus même le processus d'achat ou quoi que ce soit, de dire, bon, mais comment est-ce que on peut le voir de deux façons. Tu peux voir l'analyse selon le vendeur et selon l'acheteur. Si je regarde, mettons, par rapport à mon chum qui est en train de le faire, c'est des discussions qu'il voulait avoir avec moi, mais t'as quand même en même temps été curieux d'avoir ton take. Fait que j'en ai même pas jasé. Fait que je vais faire l'analyse pour lui. Je ne dirai pas son nom, pas l'identifier. Je l'ai fait publiquement en espérant qu'il va écouter ce podcast-là pour que ça l'amène à peut-être mieux analyser la situation. C'est sûr que je pense que si je me mets dans la position d'une personne qui veut racheter une entreprise familiale, ben,
je ne sais pas de ton côté, toi, c'était déjà rapidement, comme instinctivement, capable d'identifier des pôles, mais c'est sûr que la première chose que je ferais, ce serait l'inventaire des valeurs pour anticiper à quel point je me lance dans un projet. Est-ce que c'est juste un projet de reprendre une business puis je veux garder ça pareil, ou est-ce que c'est une gestion de changement à venir? Parce que tu as une protection des acquis qui va venir avec, sinon tu as une espèce de défi de leadership, pas d'imposer, mais d'amener la force humaine actuelle de l'entreprise à voir ta nouvelle vision et pas celle qui est entretenue depuis longtemps. Tu as beaucoup de choses. Là. C'est que ça est un petit peu difficile, je trouve, parce que quand tu regardes, même avec n'importe qui, mais tu sais, même regarde, je sais pas pour toi au niveau du consulting, mais moi, quand j'ai consulté avec des compagnies qui font affaire d'une certaine façon depuis un certain temps, il y a toujours une grosse résistance au changement. Et même, tu sais, si inévitablement, t'as pas le choix d'évoluer, t'as pas le choix de changer, on fait face toujours à cette résistance-là. Je pense que cette résistance-là est probablement amplifiée quand ça vient dans le contexte d'une business familiale, donc qui rend ça un petit peu touché. Donc, il y a différents contextes. Après, si tu regardes au niveau d'une reprise où, par exemple, un parent décède ou décide de passer le flambeau et tu as 3 ou 4 enfants qui doivent se partager, si tu veux, le leadership, ça, c'est difficile. Ça commence à être difficile parce qu'on a tous des tempéraments différents. Ces personnes-là vont voir la business d'une façon différente et tu vas un petit peu comme peut-être diluer ce qui devrait être fait. Et le problème avec ça, c'est quand tu mets trop de monde autour de la table, ben justement, le processus décisionnel devient toujours plus complexe. Moi, de ce que je vois et ce que je pense, c'est que plus il y a de monde autour de la table, plus c'est difficile de prendre de bonnes décisions. Oui, mais de là l'erreur aussi, je pense que c'est un mauvais réflexe de dire parce qu'on est une entreprise familiale, tout le monde doit avoir son mot à dire. Je pense pas, je pense que c'est à l'inverse, d'autant plus important d'appliquer les processus classiques d'une entreprise, c'est-à-dire on identifie un organigramme, on identifie vraiment une chaîne de responsabilité et une chaîne de qui est le vrai shot caller, qui sont les advisors, pas de problème, mais faut pas que chaque partie prenante de la famille soit un vote vaut un vote. Parce que là, c'est sûr que la merde pogne. Absolument pas. Ça prend une figure d'autorité qui a été pris par soit un vote unanime ou peu importe pour dire, bon, mais gars, c'est sûr qu'on veut avoir notre mot à dire, oui, mais on n'a pas besoin d'avoir l'unanimité pour aller de l'avant. Puis c'est géré de la même façon qu'une entreprise devrait l'être. On embarque le bien motif qui vient comme un petit peu flouer la ligne directrice. Là. Ben, c'est un petit peu ça. C'est que je pense que c'est important aussi d'avoir, comme tu as dit, un organigramme qui fait du bon sens, d'être très clair par rapport à ça. Parce que c'est ça, hein, quand la business a runné d'une certaine façon pendant longtemps, sans nécessairement avoir de rôle très clair. Tu sais, je parle de business familial peut-être qui sont en activité depuis quand même assez longtemps. Ça va pas mal tout le temps être ça. Si tu fais une reprise d'entreprise familiale, ça veut dire que, tu sais, je veux dire, il y a eu assez d'historique pour dire que tu as quelque chose à racheter. C'est ça. Je vois mal quel contexte tu pourrais racheter une business familiale et de dire j'achète puis d'un matin je fais ce que je veux avec, il n'y a pas de problème. Non, tu sais, à partir de là, c'est que tu as été impliqué depuis le début puis tu as tout le temps, tu as tout l'historique justement. Là. Je pense que un dossier de justement reprise d'entreprise familiale, tu as la période où les parents étaient seuls puis ça a été basé selon le meilleur des connaissances de ces personnes-là, qui, à l'époque, comme on l'a déjà mentionné, souvent les entrepreneurs de longue date, c'était pas des personnes qui étaient très académiques, donc c'est des business souvent qui ont été levés, un peu improvisés, basés sur une expertise qui n'était pas la gestion d'une entreprise. Ouais. Puis là, tu rajoutes un paquet de mauvais plis et de vis cachés. Là. Ouais, mais c'est ça, je pense que tu sais, il faut que tu ramènes l'organigramme parce que aussi le fait que tu as aussi des employés de longue date le plus souvent qui vont venir avec ça. Tu as des personnes en leadership qui sont pas nécessairement des personnes qui sont propriétaires de l'entreprise. Mais ça peut être un atout, ça peut être un gros atout et ça peut être aussi un gros inconvénient. Donc, dans le fond, c'est de travailler aussi peut-être de voir si ces personnes-là sont réellement comme clés, mais toujours se dire, moi, je le vois d'une façon il y a deux façons de faire. Soit la personne va arriver et va vouloir établir des gros changements trop rapides, ou moi, ce que je ferais, en tout cas, c'est d'évaluer le leadership en place en ce moment et de travailler justement avec ce leadership en place en ce moment pour faire un plan précis
de, OK, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour améliorer ce qu'on a? OK, moi, j'ai une vision peut-être qui est un peu plus moderne, un peu plus avancée, un peu plus, je sais pas moi, qui est différente peut-être de mes parents. Voici ce que j'aimerais faire et voici ce qu'on a en ce moment et de dire, OK, toi, tu connais la business mieux que personne. Comment est-ce qu'on peut faire pour que toi et moi, on puisse aller là, si tu veux? Je pense que si tu arrives et que tu as de la résistance massive au changement, quand ça vient au leadership, là, c'est peut-être le temps de regarder, OK, comment est-ce que je vais faire pour amener une transition qui fait du bon sens? Est-ce que ça veut dire de, tu sais, peut-être travailler sur un certain temps avec ton leadership pour voir comment que ça se passe, si avec le temps, eh bien, les changements peuvent être faits positivement et si ça se fait pas, ben d'avoir peut-être un plan pour, un plan de succession aussi de ton équipe de leadership. Ça pourrait être une façon aussi. Mais je pense qu'il faut faire attention avec le fait de vouloir, souvent, tu sais comment ce que c'est, on va vouloir trop faire changer les choses trop vite et on oublie un petit peu que ben, il y a peut-être une équipe derrière ça qui fait des choses d'une certaine façon et que ça va nécessairement, tu vas pas racheter une entreprise qui est en faillite ou qui coule. OK? Ça, des fois, il faut se dire, OK, là, j'ai peut-être plus intérêt à travailler avec eux autres justement parce qu'il y a quelque chose quand même qui fonctionne bien. Ça pourrait mieux fonctionner, mais on va le faire graduellement, si tu veux. Là, je pense que ça passe aussi, ça se passe un petit peu mieux. Donc, je dirais pas la pilule, mais la façon de faire, ben, elle n'est pas drastiquement imposée dès le départ. Donc, il faut aussi ramener les personnes ou les employés qui sont, le monde qui sont déjà là en place, les ramener derrière notre vision. Donc, je pense qu'il y a un travail d'expliquer la nouvelle vision et puis une implémentation graduelle de cette vision-là qui doit être fait. Ensuite, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que ce qu'il faut qu'il se passe, c'est oui, comme tu as dit, un organigramme clair, mais faire, et on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est un operating agreement. Je sais plus comment est-ce que tu l'avais traduit en français, mais est-ce que tu te souviens? Un operating agreement? Français, là. Si vous Ben, dans un la business, vous operating comprenez quoi agreement, qu'on dans le parlait, fond. là. Oui, oui. Dans le fond, c'est un papier qui dit comme, OK, ben voici qui fait quoi et voici comment ça fonctionne. Et si qui arrive, où on peut parler des votes, on peut parler de ces choses-là, mais c'est justement de montrer qu'on est tous d'accord dans la façon dont la compagnie va fonctionner. Donc, un organigramme, c'est bien sur papier parce qu'on comprend qui fait quoi, mais aussi au niveau de la méthode de fonctionnement de l'entreprise, là, on a du noir sur blanc. Et ça, c'est super important parce qu'il y a plus de... Là, tu enlèves la politique. OK, tu enlèves la petite politique non écrite. Là, tu as vraiment du noir sur blanc et tu sais comment est-ce qu'on gère cette entreprise-là et comment est-ce qu'on s'enligne. Donc, c'est certain qu'il y aura un travail de vision à faire. Il faut pas aussi enlever, si vous êtes dans une optique où il y a une reprise avec plusieurs, ben, toi, tu l'avais vu dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure aux États-Unis, dans l'immobilier, mais quand tu as peut-être plusieurs personnes qui ont à qui est donnée la succession, ce serait pas une mauvaise idée non plus de regarder peut-être à racheter certains partenaires. Il y a des partenaires qui n'ont peu de valeur, si tu veux, pour la croissance et que tu sais que peut-être que pour le mieux-être de la compagnie et aussi de la famille, peut-être que c'est mieux de proposer à cette personne-là de, écoute, moi, j'aimerais reprendre la compagnie, je suis prêt à racheter tes parts. OK? Donc là, tu peux offrir, si tu veux, un deal ou peu importe à cette personne-là. Ça s'est déjà vu, moi, je l'ai déjà vu dans des entreprises, justement, de succession comme ça, où le frère a racheté les parts de ses autres frères et sœurs. Ça peut se faire de plusieurs façons. J'ai des exemples. Puis je pense que, en fait, dans la majorité des cas, je pense que ce serait la bonne chose à faire, mais il y a possibilité de racheter les parts, mais de garder la personne au sein de l'entreprise. Je pense que le succès d'une reprise familiale va passer dans la transition, dans la gestion, on va dire, bon, mais quel est le plan de match, sur combien de temps est-ce qu'on a disponible de dire, exemple, papa, je rachète ton entreprise en date d'aujourd'hui, mais tu restes avec nous pour 2 ans, pour 3 ans. Pour autant rendre ça plus facile au niveau de la transition, au niveau de la gestion des ressources humaines, parce que justement, du jour au lendemain, c'est pas parce que tu as acheté une entreprise que tu as le respect et la confiance de tes employés. Donc, c'est important c'est juste ça, là, c'est un travail de plusieurs mois, voire années, d'aller gagner le respect et l'endossement de ta force humaine derrière. À partir de là, ben, tu as tous tes partenaires externes, parce que ta business
elle fait de la business avec d'autres personnes, donc c'est important de justement avoir une transition pour aller, si on veut, protéger le réseau de contacts actuel et de là, bon, mais décider qui on garde, qui on weed out. Mais comme tu l'as mentionné, tu le fais pas vite. Mais tu sais, je pense que, je pense justement à mon chum qui, avec son cas spécifique à lui, je pense que la bonne chose à faire serait, oui, de racheter le père, mais de regarder pour racheter les oncles aussi, qui ont énoué à peu près 5 ans de différence, je pense. Fait que, tu sais, eux aussi, la retraite, ça commence à être dans leur discussion. Fait que, gars, je te rajette là, mais reste, puis t'as ta job garantie, il n'y a pas de problème. Puis voici le nouveau rôle dans lequel je te vois beaucoup plus comme un ambassadeur, puis justement protéger les acquis, puis m'aider à faire le ménage pour repartir dans la nouvelle direction. Donc, racheter une personne ne veut pas dire automatiquement la mettre dehors non plus, là. La mettre dehors, exactement. Oui, non, puis c'est ça, c'est qu'il faut être très clair aussi dans le rôle que tu veux. Est-ce que c'est un rôle de consultant et c'est un rôle comme, OK, ben, d'employé, mais très spécifique dans certaines choses. Non, 100% avec ce que tu dis. Et je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire attention, c'est que quand il y a trop de monde autour de la table, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout des fois, quand il y a trop de sang neuf, peut-être des fois autour de la table, il y a peut-être les gens vont peut-être se prouver un petit peu trop. OK? Donc, et c'est là qui va être le challenge. Et quand ça vient au niveau familial, le problème, c'est que tu crées des tensions dans la famille. Donc, il y a tout ce côté-là qu'il faut quand même pas ignorer. Tu veux pas non plus être une famille où tu arrives au party de Noël et puis personne se parle et puis où il y a de la grosse tension où ça cause, ça déchire des familles chose aussi. Que j'ai remarqué dans les différents scénarios dans lesquels j'ai été impliqué ou témoin de très près, c'est de ne jamais mettre le cédeur et l'acheteur dans une position où la décision va être prise de façon commune. Absolument pas. Il faut comprendre que ça, c'est une des choses les plus difficiles justement dans la reprise d'une entreprise familiale ou dans un reprenariat en général, c'est le deuil du vendeur. Cette personne-là, oui, ça va être très long à ce qu'elle soit prête à vendre souvent. Ça va être difficile d'aller chercher le prix qu'elle veut. Mais souvent, justement, cette personne-là va vendre, va avoir un plan de transition. Et même si elle a vendu la business, mais elle voit les changements que souvent, s'il y a des changements, c'est parce qu'on défait ce qui a été fait à quelque part. Puis cette personne-là a de la misère à gérer avec ça. Donc, d'aller chercher, souvent, le propriétaire qui vend, ben, il y avait un directeur général. Il y avait un first in line qui l'aidait, qui servait d'advisor. Cette personne-là doit maintenant devenir la nouvelle ressource dans le meilleur des mondes pour l'acheteur. Donc, que la première ressource est le bras droit du cédeur, puis que le cédeur est là juste pour conseiller sur justement, bon, mais quelle est l'expertise qui n'est pas documentée, qui serait intéressante pour toi d'avoir, puis les petits jeux politiques un petit peu. Mais vraiment, le sortir des opérations, théoriquement, il y a déjà une personne dans l'organisation qui le faisait en aide justement au propriétaire. Puis c'est cette personne-là qui devient comme le médiateur, si on veut, le conseiller, autant pour le cédeur que pour le racheteur. Ce qui fait qu'il n'y a jamais justement de confrontation directe entre, exemple, le fils et le père, parce que les décisions sont faites conjointes entre l'acheteur et le bras droit. Puis de partir de là, ben, c'est le cédeur qui soit d'accord ou non, ben lui, il n'y a plus de mots à dire à ce niveau-là. Lui, tout ce qu'il peut donner, c'est son input, puis son support à partir de là, parce que ce n'est plus sa vision. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre et à la limite, je sais pas, c'est sûr que là, c'est du cas par cas, mais essayer de déterminer quelles sont des stratégies pour faciliter le deuil, pour faciliter, je veux dire, c'est ça, tu laisses aller un enfant si on veut, là. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus de faire appel à un intermédiaire, si tu veux, externe pendant le temps de transition. Un médiateur, un consultant qui peut justement aider et puis naviguer agir un petit peu en tant que, de médiateur entre les deux parties. La médiation n'a pas besoin d'être non plus quelque chose qui est en état de crise. La médiation ou la facilitation, si tu veux, de transition peut être quelque chose qui est fait, qui peut être vraiment amené par une personne extérieure qui a justement pas le côté émotion attachée à la business. Et puis, on l'a souvent parlé, tu sais, l'émotion en business peut être un gros, tu sais, c'est bien l'émotion, mais ça peut être un énorme ennemi dans des contextes comme celui-là. Donc, d'amener peut-être une personne qui est neutre, qui a aucun attachement à cette compagnie-là, va vous aider à faire, dans le fond, les meilleures décisions. Donc, pour vous. Donc, ça peut être vraiment une bonne ressource
avoir aussi dans ces temps-là. Et aussi, ben, le fait de réévaluer ce qui se passe là et d'avoir un œil extérieur frais et se dire, OK, ben, cette personne-là, ou d'évaluer le leadership, des choses comme ça. Donc, d'avoir une personne sous contrat qui peut faire un suivi sur, 6 mois, 1 an, avec vous pour vous aider justement dans cette transition-là, vous aider à prendre les bonnes décisions. Ça peut être un outil assez intéressant aussi à considérer dans le sens. Je sais que quand ça vient, je sais que localement, moi, je connais du monde qui fait justement de l'accompagnement dans la succession d'affaires, puis justement qui aide les personnes à naviguer avec toutes ces choses-là, avec le contexte de la business, avec la famille, avec le contexte local, comment ça fonctionne, etc. On le voit beaucoup aussi avec des nouveaux arrivants qui reprennent des business. Moi, chez localement, par exemple, je vois ici, il y a un petit café qui a été repris par un couple de Français, par exemple. Donc, ça a été difficile pour eux. Ben, pas difficile, mais je sais que ça a été une transition pour eux parce que c'est des façons de faire qui sont différentes qu'en France. C'est des mœurs qui sont différentes. C'est une dynamique sociale qui est différente, tu sais. Mais je pense que tu t'arriverais peut-être même avec des Québécois qui reprendraient quelque chose ici en Acadie. Ce serait un petit peu la même chose. Donc, tu vois, c'est d'être capable de naviguer ce contexte-là. Et puis, il y a une personne, tu sais, ici localement qui aide à ces choses-là et puis qui aide à justement à les guider. Donc, oui, il y a ça, mais mais je sais qu'on en a parlé brièvement, là, mais c'est de plus en plus difficile à avoir justement de la succession d'entreprises existantes. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si c'est un mix de est-ce que la nouvelle génération préfère monter leurs propres affaires et pas nécessairement dealer avec des choses, c'est comme avec une entreprise avec un historique ou du passé ou certaines choses à faire. Est-ce que c'est le fait que l'entreprise est peut-être pas préparée non plus? Est-ce que c'est le fait que c'est peut-être un peu trop taxé aussi la succession? Parce qu'il y a quand même un coût au niveau fiscal qui est important. J'ai pas les détails et puis je peux pas me prononcer là-dessus, mais tout ce que je sais par rapport à ça, c'est que t'as des mesures maintenant qui sont là pour encourager. Tu sais, je pense qu'au Québec, justement, lorsque tu as une vente d'entreprise, je pense que tu as une exemption d'impôt sur... puis ça, tu peux juste le faire une fois sur le premier 800 000 si je me trompe pas. Fait que tu as quelques mesures, mais tu sais, c'est pas parfait, non, absolument pas. Puis j'étais l'année passée, justement, au sommet du reprenariat, puis dans les plus gros facteurs, tu sais, qu'ils mentionnaient, c'est ça, c'est qu'au niveau, soit que l'entreprise qui vend ne s'est pas préparée, donc représente un trop gros facteur de risque, parce que c'est correct de dire que j'achète une business qui a beaucoup de ventes, puis ça va bien, mais j'ai aucun process nulle part, j'ai aucune expertise, donc j'achète une business que moi, je ne connais rien, puis que je suis 100% dépendant des employés qui risquent de partir anyway. Fait que ça, c'est un gros downside. Puis on se mentira pas, tu sais, ça reste quand même que c'est des sommes intéressantes. Donc, pour un entrepreneur qui n'a jamais eu d'entreprise, oui, l'entrepreneuriat, sur papier, représente une option intéressante si c'est bien fait, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas aller chercher le financement qui va en conséquence. Donc, tu sais, t'as plusieurs freins, mais je pense aussi que juste le clash des modèles d'affaires et de la réalité, tout simplement, les business qui, malheureusement, ça, c'est un trend, moi, je sais que ça a été parlé principalement localement, mais je m'attends à ce que ce soit quand même assez universel. La mauvaise façon de gérer une entreprise 5 ans avant de la vendre. Donc, tu sais, un entrepreneur qui voit sa retraite ou sa vente arriver, puis ça fait 20 ans qu'il a son entreprise, va commencer à plus jouer pour protéger les acquis, jouer moins agressif, ce qui fait que justement, la business est de moins en moins compétitive parce qu'il veut sécuriser le plus de ses billes. Mais à partir de là, si ta business, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, n'a pas fait les actions, n'a pas pris justement les initiatives pour rester à jour, moderne, compétitif, malheureusement, même si, oui, t'as sécurisé beaucoup de choses, si t'es pas capable de la vendre, mais t'as sécurisé un pot vide, là. Donc, il y a une mentalité derrière, puis t'en as fait un petit peu mention tantôt, justement, de la gestion réfractaire au changement. Moi, c'est quelque chose que je pousse énormément à mon monde. T'sais. La façon de voir... je pense qu'on voit les choses à l'envers. C'est de dire, on attend de trouver peut-être quelque chose de mieux pour prendre l'action, puis on joue safe avec ce qui marche bien, alors qu'on devrait tout le temps être en train de chercher du nouveau, puis juste rester avec ce qu'on a si on pense que c'est ça qui est vraiment le meilleur. Mais on devrait toujours être en train d'explorer des nouvelles choses.
on devrait toujours être en train de justement considérer quelles sont les nouvelles pratiques plutôt que jouer safe, parce que le plan safe risque d'échouer de toute façon. Ouais. C'est vrai, mais je pense que c'est avec la mutation du marché, et puis bon, ben, on s'entend que par exemple au niveau du retail, beaucoup des ventes sont basées sur le web, des choses comme ça. Donc, il y a eu certaines compagnies qui ont eu de la difficulté, si tu veux, à s'adapter. Mais je pense que ce côté-là du fait que le web, du fait que les géants, si tu veux, comme Amazon, etc., sont en train de vraiment de prendre tout ce côté du marché-là, je pense que ça laisse quand même une opportunité pour la business de proximité. Ça laisse une opportunité pour la petite entreprise locale, proche de ces gens. Et je pense que là, si vous êtes dans une optique de reprendre une entreprise, regardez ce côté-là. Quelle est la perception des gens de cette entreprise-là dans la communauté? Et généralement, quand c'est une petite entreprise qui a une bonne réputation dans une communauté et que on comprend que on peut peut-être faire les choses un petit peu mieux, mais quand même, il y a une grosse possibilité dans le milieu, comme c'est ça, d'être à proximité avec les gens. Je pense que ça peut être gagnant parce que plus on va loin d'un côté, ça ouvre la porte à l'autre extrême. Et je pense qu'on va voir beaucoup. Et on l'a vu, par exemple, j'ai entendu cette semaine des chroniques sur les librairies. Okay? Les librairies. Une résurgence de la fréquentation des librairies partout dans le monde. Fait que pourquoi? Parce que maintenant, les librairies, c'est plus rendu un espace où on échange des livres, c'est rendu un espace de vie. C'est rendu un espace communautaire. C'est rendu un espace où on va arriver, tu peux aller là, tu peux aller lire, tu peux aller boire ton café, tu peux aller, il y a des safe zone. Oui, mais oui, mais ça reste un milieu social, ça reste une place qui est devenue synonyme de rencontrer les autres. Donc, c'est plus du tout ce que c'était il y a 20 ou 30 ans où on allait, si tu veux, chercher un livre pour le lire et on le ramenait puis on mettait sa petite carte à l'endos. C'est plus ça du tout, une librairie. Tu sais, une bibliothèque, c'est complètement différent maintenant. Donc, il y a peut-être ce côté-là maintenant où il y a des beaux petits magasins, des beaux petits libraires, c'est l'économie de proximité en général. Des librairies qui peut être vraiment intéressant si je vous amenais ce côté communautaire-là. Donc, tu sais, bâtir, mettre un petit café à l'intérieur, faire des échanges, faire des soirées thématiques. Je ne sais pas, il y a différentes choses à faire, mais je pense que de ce côté-là, moi, je le vois en région beaucoup, qu'il y a un gros avantage au niveau du retail, oui, puis j'écoutais justement une prise de parole, dans le fond, de l'équipe d'Ivanhoe Cambridge qui sont présentement comme à la croisée des chemins parce que les centres d'achat, c'est comme tu le sais, le trafic est en décroissance, mais ils doivent s'adapter puis ils regardent de plus en plus pour faire l'acquisition non plus de gros centres d'achat dans des centres urbains, mais de regarder quels sont les petits centres d'achat outlets qui sont maintenant plus banlieues, puis maintenant que c'est plus juste on vend briques et mortier, mais vraiment de dire, bon, mais comment est-ce qu'on peut réaménager l'espace pour en faire un espace de vie, comme tu l'as mentionné, pour la communauté, avec vraiment plus... Exactement, c'est ça. Fait des plus petites entreprises. Ouais. Tu sais, je veux dire, on se mentira pas, la reprise familiale, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, le retail représente quand même un très bon pourcentage, là, puis souvent, ça va être des entreprises, du moins au Québec, c'est de la PME, de la grande entreprise. Si tu fais une reprise familiale, une grande entreprise, ben anyway, tu n'auras pas juste à dealer avec la famille, tu vas avoir d'autres actionnaires, puis c'est rendu là. C'est tellement gros que le process, c'est tellement différent, gros que la famille, rendu là, on s'en sac, puis c'est vraiment géré business is business. Nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment la gestion d'une reprise, d'une PME familiale, donc, tu sais, 25, 50, en bas de 100 employés, peu importe. Donc, que tu as besoin de connaître le nom de chacun de tes employés, de savoir qui sont tes partenaires, depuis quand, ils servent à quoi, c'est quoi qu'ils fait le samedi après-midi, il faut être au-delà de la business, t'as vraiment, comme tu l'as mentionné, l'aspect social, mais justement, je pense que le marché, tranquillement, aura pas le choix de se renligner là, puis tranquillement, les gros joueurs, justement, le remarquent et commencent à prendre des actions. Fait que c'est des avenues qui sont intéressantes, mais tu ne peux plus le gérer comme c'était dans le temps, exclusivement brick and mortar. Fait que, tu sais, c'est là qu'on en revient encore une fois un petit peu avec la transition, la gestion de transition, de être capable de maximiser sur quelle était la zone de génie, pour reprendre les termes de ta formation WFIC, cheap plug, mais reprendre la zone de génie du cédeur
Donc, mais de le mixer avec la zone de génie qui va souvent, justement, d'habitude être plus moderne de la personne, puis de combiner ça, puis voir, bon, mais à partir de là, comment est-ce qu'on travaille juste là-dedans, puis au pire, tout le reste, justement, on se sort stratégiquement de ces prises de décision-là qui est engagé ou ouvrir un poste, exemple, de direction d'une division qui n'existait pas, justement, mettons, marketing. Lorsqu'on parle de petit retail, souvent le marketing est fait à l'interne, ça crosse par la fille qui fait les coms, puis qui fait aussi un peu les RH. Fait de dire, regarde, on va investir dans... Ben, je veux dire, on rit, mais c'est ça la réalité souvent. Là, c'est une personne qui a trop de chapeaux pour rien, puis qui est Oui, c'est totalement... Non, average dans tout. C'est comme, ouais, c'est une bonne petite travaillante, elle fait tout, elle fait tout à moitié. Donc, c'est peut-être plus intelligent de dire, bon, mais tant qu'à ouvrir la business, puis faire une grosse gestion de transition, revoyons l'organigramme, rentrons des joueurs ou des assets dans la business qui n'existent pas présentement parce que justement, la vieille garde, je peux dire comme ça, jouait conservateur, puis c'est normal, mais en maximisant l'utilisation de la personne qui cède dans la fonction dans laquelle elle est bonne, si on est capable d'y donner temps plein puis de la maximiser dans juste ça, elle n'aura pas le temps de regarder pour tous les autres petits dossiers qu'elle va se sentir dépassée anyway. Ouais. Donc, il y a tout ce côté-là. J'aime vraiment beaucoup ce que tu as dit. Et puis, je pense que le dernier point que j'ajouterais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais si vous sentez qu'au niveau émotionnel, c'est très prenant et c'est très intense, peut-être aller chercher de l'aide à l'extérieur, aller chercher un consultant, aller chercher une personne, engager cette personne-là, engager un gars comme Mathieu Dumont pour justement vous aider avec ça et qui va amener ce côté, tête froide, tête reposée, non émotionnel par rapport au processus. Et là, ben justement, vous aider à mettre à prendre des meilleures décisions, des décisions plus claires et qui est hors de tout contexte familial. Donc, je pense que ça, ce serait... Excuse-moi, vas-y. C'est juste la business. Je vais le dire comme ça. Là, on embarque dans mes valeurs à moi, là, mais il n'y a aucune business et il n'y a aucun bilan financier qui vaut la peine de déchirer une famille si le tissu familial est fort au début. Si c'est une famille qui est déjà tout croche, logiquement, si t'as eu déjà ton père, tu voudras rien savoir de sa business. Fait que souvent, quand tu veux racheter la business familiale, c'est que tu as une appartenance et à la business et à la famille. Mais si vous le voyez que ça s'en va justement, que ça dérape tôt dans le processus, des fois, la bonne chose, malheureusement, c'est juste de se retirer puis de préserver le long terme. La business, tôt ou tard, vous allez prendre votre retraite, vous autres aussi, puis la business, c'est rien qui garantit qu'elle va être là. La famille, ça va rester jusqu'à la fin. Là. Fait que... Ouais, mais il y a une absolument. ligne très mince entre les deux quand même. Donc, mais je pense que c'est très contextuel aussi. Donc, il faut faire attention. On peut pas donner un avis par c'est sûr que c'est pas générique, c'est contextuel. Je pense que c'est tellement sinon, contextuel. Autre chose qui peut être bon, c'est plutôt que... Et puis ça, je l'ai vu dans une entreprise, puis je trouvais ça clever de dire, bon, mais je fais le rachat de mes parents, mais le rachat, je le ferai pas toute seule. Je vais le faire avec une personne que je connais, une personne qui est neutre, une personne qui n'a pas d'attache. Fait que de là, tous les process d'achat sont faits comme si tu es racheté par une personne qui n'est pas de la famille. Et tu les appliques sur aussi la personne, justement, le fils ou la fille, peu importe. Fait que ça permet de neutraliser l'approche parce que justement, on le sait qu'un des deux acheteurs, un des trois acheteurs, peu importe, lui, il s'en sac du bagage familial, il s'en sac de l'historique. C'est une décision d'affaires. Fait que des fois, ça permet autant à l'acheteur que le cédeur familial de prendre un pas de recul puis de dire, OK, en effet, si je veux vendre, ben j'ai pas le choix de mettre mes émotions de côté parce que 50% de notre transaction va s'en sacrer anyway. By the way, si vous amenez un partenaire d'affaires, écoutez l'épisode numéro 10 sur le est-ce que vous avez besoin d'un partenaire d'affaires. Justement, si vous voulez le faire, ne faites pas les erreurs que la majorité des personnes font quand ils vont en business avec quelqu'un d'autre. Donc, écoutez cet épisode-là parce que ça va être important de comprendre aussi un bon partenaire. De quoi vous avez besoin. Et oui, de ce que vous avez besoin au niveau de skill set, justement, dans cette reprise-là. Donc, ça va être important aussi. C'est un bon point, mais faites-le comme il faut. Hey, Mathieu, pas bad. 39 minutes pour des gars qui n'ont jamais fait de succession, mais je pense que ça a amené beaucoup de points. Encore une fois, je pense qu'on a soulevé quand même des points intéressants. N'oubliez pas que ça reste quand même contextuel aussi. Donc, ce qu'on vous amène maintenant, c'est pas nécessairement, ce sera peut-être pas nécessairement votre réalité, mais ça peut vous amener certains pointers
écoute, c'est ce qu'on souhaite. On aimerait vous écouter aussi si vous avez des business familiales, si vous avez certains challenges ou des choses qui ont bien été dans une succession ou des choses qui ont moins bien été. On aimerait vous entendre et on aimerait avoir votre expérience et expertise là-dessus. Justement, on fait les instigateurs pour échanger avec vous et puis justement faire de tout le monde de meilleurs entrepreneurs. Donc, on est toujours à l'écoute de ces choses-là. Donc, on attend vos partages et j'espère que ça a été quelque chose qui a été bénéfique aujourd'hui si vous êtes dans une optique de succession. J'espère que ton ami Matt aura eu des je suis pas sûr qu'on va s'en rejaser anyway autour d'une bière, là, mais j'espère que pour l'instant, ça va pouvoir l'aider à aligner ses flûtes un petit peu sur si c'est un bon move pour lui, puis comment est-ce qu'il devrait... Le genre de mindset qu'il devrait avoir pour s'embarquer dans ce genre de projet-là. 100%. Ben, on lui souhaite bonne chance dans son projet. Bonne semaine, mon chum. Bonne fin de semaine parce qu'on est mardi et non pas lundi. Et on se reparlera la semaine prochaine. Ciao. Salut. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.